You never feel happy. Never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Au micro, Christina Rosati, de l'autre côté de la vitre, je salue les fidèles. Mohamed, bonjour. Oui, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. J'espère que vous allez passer un agréable moment sur la radio des Sans-Voix. Au sommaire, cette semaine, nous souhaitons vous présenter un projet innovant. Ça s'appelle le projet ACESO, Accompagnement coopératif, évolutif et solidaire, qui a comme objectif de développer des démarches innovantes d'accompagnement permettant aux bénéficiaires de renforcer leur autonomie, leur capacité d'agir et de participer à l'élaboration de leur propre parcours de santé. Nous allons continuer avec les annonces du cœur pour finir avec les infos de la semaine. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous appeler au 01 40 40 90 25 ou bien nous laisser un message sur notre site comitedesfamilles.net. Nous avons également un Twitter VIH Radio et notre page Facebook Comité des familles. Depuis longtemps, j'ai 50 ans d'histoire médicale derrière moi, je suis à la retraite de l'université, je suis à la retraite, je suis un retraité contrarié, mais je continue à voir mes patients parce qu'ils ne sont pas guéris, donc je continue à les traiter à Raymond Poincaré, et j'en vois très peu de nouveaux, c'est pas la peine de chercher trop à me demander de me substituer à vos médecins respectifs. Si vos médecins ne font pas ce que je fais, c'est leur problème et c'est votre problème. Défendez-vous, exigez votre droit à la juste posologie, parce que ça va être ça la vraie nouvelle pour moi. Vous communiquez les autres, je crois que vous les connaissez déjà. Bon, la nouvelle, c'est oui, on peut réduire de 40 à 80% le traitement d'entretien anti-VIH. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que je suis le seul au monde à le faire. Il faut que ça change. Et ça compte sur vous, peuple sur peau, de vous saisir de votre droit inaliénable et incompressible à la juste posologie, adéquate, nécessaire et suffisante, contre la surmédication inique, toxique et dispendieuse, à laquelle vous êtes soumis de façon moutonnière depuis 10 ans. Vous l'avez entendu, c'était la voix du docteur Lebovich reçue par Sandra à l'émission Vivre avec les VIH en 2013. Jacques Lebovich est mort mardi 4 mars d'un cancer à l'âge de 77 ans. Médecin immunologiste et chercheur reconnu, il a été l'un des découverts du sida et des trithérapies. C'est lors d'un stage aux États-Unis, pendant ses études, qu'il avait commencé à travailler sur cette maladie alors émergente. Une fois revenu en France, l'homme s'était lancé à corps perdu dans la recherche pour comprendre ces nouveaux virus mortels. Son rôle dans la découverte et le traitement de la maladie a été capital. Ces dernières années, à l'hôpital de Garches, il avait animé le programme thérapeutique ICAR dans le but de proposer une réduction drastique des traitements anti-VIH. Des essais cliniques lui avaient permis de montrer qu'il était possible de passer d'un traitement quotidien à un traitement 2 jours par semaine. Une révolution pour les malades, donc la qualité de vie a toujours été l'une de ses préoccupations majeures. On voulait comme ça lui rendre hommage dans cette émission. Merci, professeur Lebovich. Et c'est le moment de commencer notre émission Vivre avec les VIH d'aujourd'hui pour parler, vous présenter les projets ACESO. J'ai le plaisir de recevoir en plateau Valérie Pied et Alexia Zucchello. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je vous laisse vous présenter, Valérie. Oui, donc bonjour, je suis Valérie Pillet et je suis cofondatrice du collectif Ding Ding Dong, un institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington. Et nous sommes partenaires du projet ACESO.
Et je travaille par ailleurs en tant que chargée de mission au pôle éducation thérapeutique du patient pour accompagner la mise en place et l'évaluation de ce projet. Merci Valérie. Alexia? Oui, bonjour. Donc, je suis doctorante en santé publique pour le laboratoire d'éducation des pratiques en santé, le LEPS, et pour le pôle de ressources en éducation thérapeutique Île-de-France. Et le ACESO, c'est mon terrain de thèse. Parfait. Alors du coup, ça sera bien pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire accompagnement coopératif, évolutif et solidaire. Voilà, c'est compliqué, on va essayer au long de l'émission de l'expliquer. Mais déjà, est-ce que vous avez une accroche pour nous faire comprendre ? On s'était dit que dans un premier temps, avec Alexia, qu'il serait peut-être pas mal de vous donner déjà le contexte dans lequel est né ce projet, parce que c'est un contexte un petit peu particulier. En fait, le projet ACESO est un projet qui réunit 21 partenaires, des associations de patients, des structures médico-sociales, des structures de soutien au champ de la santé ou des structures aussi de création d'outils numériques comme le Living Lab, Forum Living Lab en santé. Et donc c'est un projet qui fait partie qui a été un projet reçu à l'expérimentation nationale qui a été inscrite dans la loi de modernisation de la santé de 2016 et inscrite dans l'article 92. Et donc la ministère a décidé de mener une expérimentation au niveau national sur la définition et la reconnaissance des pratiques d'accompagnement en santé, d'accompagnement à l'autonomie en santé. Et donc, le projet ACESO est un des 34 projets retenus par le ministère dans le cadre de cette expérimentation. Et cette expérimentation, elle a été mise en place suite aux recommandations faites par Christian Saout. Pour petit rappel, Christian Saout est l'ancien président de AIDE et l'ancien président également du CIS, le comité interassociatif pour la santé. Et il est aujourd'hui au collège, représentant des patients au collège de la Haute Autorité en Santé. Et donc, le ministère lui avait commandé un rapport en 2015 sur la question de l'accompagnement. Et c'est dans ce rapport qu'il faisait la préconisation de la mise en place de cette expérimentation nationale qui permettra la reconnaissance des pratiques d'accompagnement, mais aussi leur pérennisation et leur financement. Et juste pour pouvoir permettre aux auditeurs et aux auditrices de comprendre bien ce dispositif, il vient en complément du dispositif plus connu, parce que déjà installé depuis quelques années, le dispositif d'éducation thérapeutique du patient. Que Christian Saout avait déjà, Christian Saout avait déjà fait la préconisation en 2007 dans un premier rapport, et il avait déjà spécifié en 2007 que les programmes d'éducation thérapeutique du patient ne pouvaient pas se faire sans comprendre la dimension de l'accompagnement. Le TP, donc l'éducation thérapeutique du patient, n'étant qu'une composante de l'accompagnement comprenant vraiment l'accompagnement d'une personne sur tout son parcours, dans tout un parcours de santé, de vie, avec des maladies chroniques. Et force est de constater que la partie accompagnement est un petit peu passée à la trappe, et que dans son rapport de 2015, il rappelait à quel point le TP et l'accompagnement et devaient être complémentaires. Et que le TP, par ailleurs, avait connu certaines dérives, malgré évidemment tous les bienfaits de ces programmes, avait connu une dérive principalement hospitalo-centrée, avec au final une faible représentation des patients dans la conception et l'organisation de ces programmes de TP. Et donc, voilà, dans l'accompagnement, Christian Saout préconise aussi évidemment une inclusion de plus en plus systématique des patients dans tous les dispositifs de soins et d'accompagnement à l'autonomie en santé. Alors, pour nos auditeurs fidèles de Vivre avec les VIH, je vous propose d'aller sur notre site comitedesfamilles.net, de rechercher les nombreuses émissions qu'on a dédiées à l'éducation thérapeutique du patient, un programme qu'on a aussi au comité des familles. Du coup, si je comprends bien, ce dispositif, ce projet servira aussi pour renforcer l'accompagnement du patient avec un enrichissement des pratiques, un partage, vraiment une dynamique participative plus que du contrôle, parce qu'il y aurait aussi du contrôle. C'est-à-dire, le ministère il veut contrôler, définir qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique, mais bon, ça c'est l'aspect peut-être négatif, mais la chose positive, c'est que justement c'est un partage des pratiques, je pense. Alexia? Alors, au niveau du projet et de ce qui est attendu au niveau
politique, c'est-à-dire il y a aussi une reconnaissance des pratiques d'accompagnement. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a beaucoup de pratiques d'accompagnement qui sont faites, mais qui ne sont pas reconnues, c'est-à-dire qui ne sont pas financées. Donc il y a des problèmes pour pouvoir les continuer dans la durée, parce que c'est comme tout, ça nécessite du temps et de l'argent. Donc il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire une reconnaissance à la fois du travail associatif et des personnes qui font de l'accompagnement, et aussi peut-être une valorisation financière de ces pratiques. Exactement, qui va aller derrière ça. Alors, vous avez dit, le projet il est parti en 2016, c'est bien ça ? L'expérimentation nationale a été mise en place en 2016 avec un appel à projets. Et les projets qui ont été... Donc, il y a eu 1 an d'appel à projets, puis de sélection des projets. Il y a 34 projets qui ont été retenus et qui sont financés de 2017 à 2021, pendant 5 ans. L'expérimentation dure 5 ans. Voilà, c'était ça ma question. Du coup, dans l'année prochaine, on aura déjà des résultats. Oui, on en a déjà aujourd'hui. On vous en présentera quelques-uns un petit peu plus tard. Oui, mais déjà, vous parlez des 34 projets nationaux. Est-ce que il y a des choses que vous partagez avec eux sur ces 34? Alors, pour l'instant... c'est pas tout à fait le cas. Alors, je précise quand même qu'Aceso est assez unique dans le paysage de cette expérimentation, car c'est le seul projet, enfin un des seuls projets à être un projet pluripartenarial. Donc, en fait, les autres projets déposés sont des projets portés par une structure qui souhaite développer une pratique ou un projet particulier au sein de sa structure. Donc, nous, on est le seul projet à avoir réuni 21 partenaires en Île-de-France, et 21 partenaires qui sont très hétérogènes dans leur pratique et dans leur façon d'envisager l'accompagnement. Et pour le moment, ce travail étant déjà extrêmement chronophage, nous n'avons pas encore eu le temps ni l'opportunité de pouvoir rencontrer beaucoup les autres projets, mais il y a quand même 2 fois par an, je crois, un séminaire national où les projets peuvent se rencontrer. Et par ailleurs, j'en reparlerai un peu plus tard, nous venons de finir la rédaction d'un manifeste que nous allons diffuser aussi auprès des autres projets pour voir si ça peut les intéresser, s'ils souhaitent se joindre à nous dans le portage de ce manifeste auprès des autorités. On va du coup revenir plus tard sur ce manifeste, mais la même question que je vous ai posée au niveau national est la même sur la question locale. C'est-à-dire que vous êtes 21 structures. Moi, j'avais noté qu'il y avait 14 associations. Je ne sais pas si c'est le bon donné. Mais est-ce qu'il y a, vu que dans ce projet, il y a des pathologies différentes, qu'est-ce qu'on peut avoir il y a des choses en commun? Alors, il faut savoir que donc, on a 21 structures, on a 14 associations de professionnels et de personnes malades. Alors, il y a des points communs. Donc déjà, c'est cette notion d'accompagnement ou de volonté de faire de l'accompagnement. Il y a des valeurs qui sont communes. Et il y a aussi un objectif commun à toutes ces structures qui se sont lancées dans le projet, c'est d'améliorer leurs pratiques existantes en co-construisant ensemble. Est-ce qu'on peut justement commencer à rentrer un peu dans les pratiques, dans les bonnes pratiques de l'accompagnement ou dans la fortification de ces pratiques? Qu'est-ce qui apporte de plus ce projet? Alors, on ne veut pas forcément pointer ce que c'est qu'une bonne pratique, parce que pour nous, il n'y a pas une bonne pratique d'accompagnement, il y en a plusieurs, ça va varier. Donc, en fait, nous, le but du projet, c'est d'échanger ensemble sur chaque pratique qui est faite dans les différentes structures pour se nourrir et puis aller piocher dans les idées, des idées dans les structures partenaires et puis les apporter dans sa structure. Donc, voilà, on n'a pas de... L'objectif, c'est vraiment de mettre en place les conditions, pour le projet et pour l'équipe de coordination du projet Aceso, de mettre en place les conditions de partage, de pratique, de pouvoir se confronter entre partenaires sur ce qu'on met en place chacun dans nos structures et trouver des moyens, des pistes de travail collectif possible, mais aussi des pistes de travail dans chaque structure pour améliorer effectivement les pratiques. Donc, effectivement, je pense que c'est assez difficile de parler de bonnes ou de mauvaises pratiques.
Parce que, par contre, de pouvoir échanger sur les difficultés, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, on partage beaucoup de difficultés communes, c'est-à-dire des questions communes qui sont quand commence l'accompagnement, quand s'arrête l'accompagnement, parce qu'un accompagnement, c'est pas facile à arrêter, parce que quand on suit quelqu'un pendant plusieurs années, parce que l'accompagnement peut s'étendre sur des années parfois, quand est-ce qu'on estime ou quand est-ce qu'on pense que c'est bien d'arrêter, quand est-ce que la personne qui est accompagnée souhaite arrêter d'être accompagnée ou pas, et puis quand est-ce que commence l'accompagnement aussi. Et ça, c'est un des enjeux, notamment pour nos structures, et notamment, je pense, le comité des familles aussi, puisqu'on en a parlé avec vous, sur, par exemple, les activités qu'on va appeler des activités conviviales, qui permettent déjà d'atteindre les publics qu'on souhaite atteindre, et donc d'organiser des rencontres, des soirées amicales, des dîners, des repas, etc., qui permettent déjà simplement de permettre aux gens de se sociabiliser, de venir voir ce que fait le comité des familles. Ça, ce sont des activités qui, en réalité, sont un travail. Hein. C'est pas négatif de parler de travail, quand même. C'est un coût, c'est un boulot pour l'association. Et ça, ce ne sont pas des activités généralement reconnues comme faisant partie de l'accompagnement. Or, de ce que nous, on a pu commencer à comprendre avec le projet ACESO, si, c'est là que commence l'accompagnement, parce que c'est là que on commence à être en contact avec les personnes, qu'on va essayer de voir, de repérer, de comprendre les difficultés rencontrées par les personnes. Donc c'est déjà vraiment une mise au travail, de repérer les besoins, et puis de pouvoir éventuellement commencer à accompagner de manière plus précise une personne ou une autre. Donc ces activités-là qui sont chronophages, qui prennent du temps, qui sont coûteuses, font partie de l'accompagnement et sont des activités d'accompagnement. Et ça, c'est pas quelque chose qui est forcément évident à comprendre, c'est pas forcément intuitif, et surtout, je pense que les autorités ne mesurent pas l'importance de tous ces moments-là qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer, difficiles à calibrer, à contrôler, effectivement, et que, en fait, l'accompagnement ne peut pas être une série d'actes isolés, mais c'est toute une série d'actes et d'actions qui, ensemble, font l'accompagnement. Donc là, je parlais du début de l'accompagnement, les activités conviviales, mais après, suivre quelqu'un, c'est passer des coups de téléphone, c'est avoir des rendez-vous formels et informels, dont on ne peut pas prévoir à l'avance combien de temps ça va nous prendre. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler avec des outils de mesure et d'évaluation qu'on connaît aujourd'hui. Comment vous travaillez concrètement? C'est-à-dire, vous rencontrez toutes les structures et chacun, elle met sur le bureau toutes ces activités. Comment vous fonctionnez? Alors, on a plusieurs temps d'échange, mais il y a plusieurs groupes de travail qui vont se réunir avec soit des objectifs fixés, soit par exemple, alors pour vous donner un exemple pour que ça soit plus concret, par exemple, on a plusieurs groupes de travail. On a un groupe glossaire qui a constitué une carte mentale des valeurs et des valeurs et des postures de l'accompagnement, en disant l'accompagnement c'est, l'accompagnement ce n'est pas, mais en restant de manière assez large vraiment sur des valeurs et des postures. On a eu un groupe de travail chargé qui faisait des visites d'étonnement, donc c'est-à-dire qu'ils sont allés visiter donc une structure, allait visiter une autre structure partenaire afin de connaître ce qui se faisait en termes d'accompagnement. Et à la fin de ces visites, chaque partenaire qui était venu visiter devait faire une lettre d'étonnement pour dire ce qui avait étonné, surpris, intrigué dans la structure. On a eu un groupe de travail bourse de situation, donc c'est-à-dire qu'une structure, elle vient partager autour du groupe de partenaires une situation d'accompagnement qui pose problème à l'équipe, où ils sont un peu bloqués, où ils sont dans une impasse, et du coup autour de la table, on va échanger pour trouver des solutions concrètes pour aider de résoudre cette situation. On a aussi un groupe outils qui est actuellement en cours de travail et qui veut produire un outil un ou des outils, voire une boîte à outils pour réaliser, donc pour permettre de faciliter l'accompagnement. Donc comme ça, on a plusieurs groupes de travail qui se réunissent régulièrement.
On a aussi des temps d'échange où tous les partenaires vont venir. Ce sont nos séminaires qu'on fait 2 fois par an. Et là, les séminaires, c'est un temps à la fois pour montrer l'avancement du projet aux différents partenaires, donc faire un petit point de ce qui a déjà été fait, et aussi prévoir ce qu'on va faire dans le temps à venir. En fait, le projet ACESO, il faut savoir qu'on connaît l'objectif final, c'est vraiment de permettre que les personnes participent plus à leur accompagnement et qu'elles soient vraiment dans un partenaire à part entière. Mais en fait, tout le chemin pour y parvenir, on le co-construit au fur et à mesure. C'est une démarche absolument intéressante. Et dans cette évolution, quel rôle a le patient acteur dont nous, dans la lutte contre le VIH, on est bien conscience de cette partie importante qu'on ne peut pas exclure de la prise en charge? Alors, effectivement, c'est une dimension très, très importante pour nous, même si elle est en deuxième étape, si on veut, dans le projet ACESO, parce que là, ce qui nous importe dans le projet ACESO, c'est d'améliorer les pratiques des structures pour, au final, forcément, améliorer l'accompagnement des personnes concernées par les différentes pathologies présentes dans le projet, qui sont principalement des pathologies, des maladies chroniques. Hein. On s'occupe quand même essentiellement de pathologies sur le long cours, de maladies avec lesquelles on vit toute sa vie. Et qui engagent du coup des spécificités d'accompagnement sur le long cours. Donc c'est une dimension importante. Et ce qui est intéressant dans le projet ACESO, c'est du coup tout le travail fait par les associations de patients, comme l'Association française des hémophiles, comme France Rhin, comme le Comité des familles, comme Basiliade, voilà, des structures qui travaillent directement avec les personnes concernées, qui sont co-constructrices de l'accompagnement dans ces structures. Et donc, grâce à cette expérience-là, qu'on essaye de partager aussi avec les autres partenaires qui ont peut-être moins l'habitude de travailler en incluant les patients, comme le collectif, l'association COMED, par exemple, ou l'association Cordia, qui s'occupe d'appartements thérapeutiques, et qui veulent aller vers l'inclusion des patients, mais qui n'ont pas forcément les outils pour le faire, grâce à ACESO, ils apprennent et ils peuvent trouver les moyens d'inclure davantage les patients. Alors, par exemple, à COMED, ils accordent une attention très, très grande aux patients et aux personnes qui sont accompagnées. Donc, ils ne font rien sans leur accord, rien n'est écrit, les dossiers, rien n'est écrit sans leur accord. Mais ils aimeraient davantage aller vers une co-construction, que les personnes accompagnées puissent vraiment participer aussi à l'élaboration de leurs activités. Donc c'est effectivement une dimension importante et que nous revendiquons dans le manifeste que nous venons de rédiger collectivement, qui s'adresse aux autorités pour réinsister lourdement sur le fait que l'inclusion des patients doit être systématique dans tout dispositif d'accompagnement en santé. C'est très important parce qu'on le voit avec l'éducation thérapeutique du patient, même s'il y a des cas et des programmes qui le font très bien, des programmes qui arrivent à se construire avec les patients et les soignants en même temps. Il y en a trop peu et bien souvent, les associations servent encore de caution, sont sur le papier, mais ne sont pas réellement intégrées dans la façon de co-concevoir les programmes de TP. Donc là, pour l'accompagnement, il nous paraît vraiment indispensable que de systématiser l'inclusion des patients dans tous les dispositifs. Ça, du coup, c'est un des parties, j'imagine, de ce manifeste dont on pourrait parler un peu plus approfondément. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au bout des 4 ans de travail ? Les quatre points sur lesquels on a voulu insister, c'est effectivement la reconnaissance des pratiques d'accompagnement, mais à chaque fois en faisant bien attention de ne pas tomber dans le piège de la définition trop stricte de quelque chose qui du coup s'appauvrirait du fait même d'être surdéterminé ou surdéfini, mais en même temps qui engage vraiment un travail. Donc l'enjeu par exemple de la définition de l'accompagnement, qui est un terme très complexe, qui n'est pas facile à définir. Donc effectivement, il y a un enjeu à y travailler collectivement à cette définition. Cette définition nous met au travail, l'enjeu de la définition nous met au travail. Mais quand bien même, il ne faudrait pas, à un moment donné, en arriver, et ce n'est pas le but du projet ACESO, d'arriver à une définition déterminée et claire, figée de l'accompagnement. Parce que le principe même de l'accompagnement, c'est qu'il est évolutif constamment,
il évolue, il doit évoluer parce que les patients évoluent, parce que les traitements évoluent, parce que les réglementations évoluent, parce que tout bouge tout le temps. Ouais. Donc en fait, on ne peut pas, il faut et vous le savez bien aussi au comité des familles, que il faut constamment réinventer les façons, nos activités, les façons dont on travaille, les façons dont on accueille et les façons dont on accompagne les personnes. Donc, Mais aussi parce qu'on s'adresse à une personne, donc Voilà. du coup c'est personnalisé Voilà. l'accompagnement. Et l'accompagnement est personnalisé, il doit s'adapter à un parcours de vie, à ce que la personne souhaite mettre en œuvre dans sa vie, comment elle souhaite, quels choix sont possibles, mais aussi quels choix elle veut faire. Et d'adopter aussi une posture vraiment de respect des choix des personnes accompagnées. Et donc, ça demande aussi vraiment un travail de négociation constant entre la personne accompagnée et la personne accompagnante, et qui n'est pas facile. Il faut assumer aussi les tensions entre autonomie, ingérence. Le temps aussi, le temps disponible, c'est pas Le évident. temps C'est pas disponible, évident. sur les valeurs, qu'est-ce qu'on partage comme Ouais. valeurs. On peut très bien considérer qu'une personne vit dans une situation insalubre, alors que la personne elle-même ne considère pas qu'elle vit dans une situation ou dans un logement insalubre. Donc, les valeurs, les normes ne sont pas si facilement partagées. Donc c'est un travail en fait très délicat, vraiment un art de négocier une relation, C'est de un art l'orfèvre. d'orfèvre de négocier. Et donc ça demande en fait une capacité d'invention constante et de la personne accompagnante et de la personne accompagnée. Et ça peut être très vite détruit si on met en place un cadre rigide et une définition figée de l'accompagnement. Donc là, on insiste auprès des autorités pour dire qu'on a besoin de soutien, qu'on a besoin de continuer à travailler entre nous, à échanger nos pratiques pour continuer à enrichir ce que c'est que l'accompagnement, mais ne pas le figer, d'une part. Et puis donc, du coup, aussi d'adapter le financement à ces pratiques. Et que ce soit un financement pérenne, global, en fonction de ce que les structures ont besoin, de quel public elles ciblent, de quelle pathologie elles traitent, parce que finalement les besoins sont très différents d'une structure à l'autre, mais simplement vraiment d'insister sur le fait que les autorités doivent prendre en considération tout un registre de pratiques qui ne sont pas reconnues et qui, du fait que les structures doivent rentrer dans le cadre TP, dans le cadre dispositif innovant, dans le cadre XXX, avec tout ce qui va avec de chronophage administratif, etc., que ces actions qui sont indispensables à l'accompagnement ne disparaissent pas à cause de tout le reste, parce qu'il n'y aurait plus d'argent et parce qu'il n'y aurait plus de temps. Et c'est ce qui, quand même, se passe, et c'est pour ça que toutes les structures sont fragiles. Exact. Et c'est vrai que ces activités, ce serait bien qu'ils perdurent. Bien sûr. Sur la durée, de façon à accompagner un peu plus les patients et puis voir en fonction des modes de vie, des différences, essayer d'adapter quelque chose de plus durable. Oui. Je voulais prendre peut-être juste un exemple justement qui m'avait été donné par le comité des familles, des repas que vous donnez dans les hôpitaux. Ouais. Alors évidemment, le repas en soi, à quoi ça sert de mesurer, de compter le nombre de repas, etc. Parce que le repas en soi, c'est pas ça qui importe, c'est pas ça qui donne de la valeur. Ce qui donne de la valeur, c'est que c'est du temps passé avec la personne et que du coup, la personne après reçoit le soin différemment. Et c'est ça qui doit être évalué. Évaluer, c'est s'améliorer. Évaluer, c'est pas contrôler. Donc ça aussi, c'est un des points du manifeste, que évaluer, c'est s'améliorer, c'est pas contrôler. L'objectif, c'est pas de contrôler le nombre de repas, c'est de comprendre à quel point cette action, cette activité d'aller donner des repas dans les hôpitaux facilite le soin ensuite qui est donné à la personne. Ouais, donc c'est sur toutes ces dimensions-là qu'on s'est permis d'insister et sur lesquelles on est d'accord collectivement, et qu'on s'est permis d'insister auprès des autorités. Oui, c'est une fibre de sensibilité, mais c'est bien de faire durer, quoi. C'est ça surtout que moi je vois, parce qu'avec le temps, comme tu dis, l'État, il commence à se détacher de ces activités-là. Même dans les EHPAD et dans les trucs de gériatrie, c'est très peu. Ils ont un truc une fois par an. Donc c'est bien pour un accompagnement des grands malades ou des malades qui ont des pathologies lourdes, comme vous le décrivez, d'avoir un accompagnement et un suivi surtout, non seulement médical, mais à la fois social et faire partie de la vie, quoi. C'est ça. Et un accompagnement ne peut pas être que médical, c'est forcément un accompagnement. Voilà, c'est ça qu'il faut dissocier, c'est-à-dire parce que le médical, ça fait un moment que si on lui propose des activités, là il sera plus intéressé ou avoir plus d'empathie pour pouvoir
les faire. Et puis c'est bien parce que vous diversifiez. Dans ce sens-là, c'est pas spécifiquement on fait du théâtre ou de la musique ou du chant. Il y en a un peu pour tout le monde. Il y en a pour les vieux, les jeunes et les femmes. Et c'est ça qui est bien. C'est ça. L'idée, c'est vraiment d'accompagner quelqu'un dans son parcours de vie avec la maladie, mais la personne ne peut pas être réduite à la maladie. Voilà. Ouais, elle doit vivre avec la maladie, et donc c'est de trouver les moyens de faciliter ses projets de vie. Penser à autre chose. Voilà, et puis de l'accompagner dans ses projets de vie, comment elle peut mener les projets qu'elle a avec la maladie. Ouais, c'est ça. Mais d'arranger, de trouver des manières d'arranger son parcours pour qu'elle puisse continuer à faire les choses qu'elle a envie de faire. Surtout pour ceux qui ont des pathologies lourdes ou qui sont condamnés sur la durée, on va dire, ou des soins très, très expansifs. Là, il faut quand même être un peu aux petits soins, un peu plus regardant pour ces gens-là, justement. C'est ça, tout à fait. Du coup, ces points forts du manifeste, ce sont les bonnes pratiques. Et moi, tout au début, je m'attendais, je me suis dit, la baguette magique, on va voir des bonnes pratiques. Non, on a bien compris qu'est-ce que ça veut dire une bonne pratique. Et c'est très intéressant ce concept d'auto-évaluation, de s'évaluer. Est-ce qu'on peut approfondir un peu plus? Parce que c'est très bien l'exemple, du coup, si j'ai bien compris, voir les effets qu'une action peut avoir sous le long terme, voir comme les patients, après, vont recevoir le soin. C'est ça ou c'est plus que ça encore? Alors nous, sur l'auto-évaluation du projet qu'on a, il faut savoir que l'évaluation, elle fait partie intégrante du projet. Donc c'est-à-dire qu'elle est tout au long du projet. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes, on va regarder ce qu'on a fait et ça nous permet de faire un point pour avancer. C'est-à-dire que on l'a construit en même temps que le projet. Donc c'est une évaluation, en fait, c'est une auto-évaluation qui se co-construit au chemin faisant. Et l'idée, encore une fois, c'est que l'évaluation nous permette non pas de contrôler ou de vérifier ce qu'on a fait, mais de nous faire avancer, de nous permettre de nous améliorer, de voir ce qu'on va pouvoir faire mieux ou différemment. Mais on a aussi un rôle, et ça c'est aussi un point du manifeste, on a aussi un rôle vis-à-vis de l'expérimentation nationale, parce qu'évidemment l'objectif du ministère derrière, c'est s'ils acceptent de financer et de reconnaître institutionnellement les pratiques d'accompagnement, de trouver un cadre qui soit efficace pour soutenir ces pratiques d'accompagnement. Et nous, on essaye de valoriser le fait que l'évaluation doit être pensée autrement et ne peut pas se penser à l'acte, ne peut pas se penser de manière ponctuelle. Donc, il faut prendre en compte vraiment les particularités de l'accompagnement dans la durée, que l'accompagnement, c'est quelque chose qui est plurifactoriel. Un accompagnement est toujours fait par plusieurs personnes, donc plusieurs métiers. Qu'il faut prendre vraiment en considération toutes les dimensions de l'accompagnement pour pouvoir inventer, parce qu'il s'agit là d'inventer un cadre d'évaluation qui soit du coup une évaluation qui nous permette de nous améliorer, pas une évaluation qui permette juste de contrôler comment on a dépensé l'argent. Je pense qu'il y a quand même une question de confiance aussi à un moment donné dans les structures. Il faut faire confiance dans le fait que ce que nous fabriquons dans nos structures, on sait ce qu'on fait, on connaît nos publics. Donc voilà, l'évaluation, elle doit davantage porter aussi sur le processus, elle doit davantage porter sur les partenariats qui sont tissés entre les soignants et les patients. Par exemple, voilà, parce qu'on évalue les effets directs sur les bénéficiaires, comme on appelle ça. Ce qui est très bien, sauf qu'effectivement, on sait très bien que l'accompagnement sera meilleur si la relation entre soignants et patients est meilleure. Donc pourquoi on n'essaierait pas aussi de changer un peu la focale de l'évaluation et d'évaluer déjà quelles sont les conditions de félicité ou quelles sont les difficultés rencontrées pour faire en sorte que des soignants, des médecins, des hôpitaux puissent réellement travailler avec des associations de patients, par exemple. Parce qu'évidemment, je ne suis pas en train de jeter la pierre, je ne suis pas en train de dire que les médecins sont les méchants et les patients les gentils. Si la collaboration n'arrive pas à se mettre en place de manière aussi efficace qu'on le voudrait, c'est qu'il y a des raisons sans doute. Il y a des blocages institutionnels, des blocages organisationnels, etc. Donc, mais du coup, travaillons sur ces dimensions-là, parce que c'est ces dimensions-là qui feront qu'ensuite, l'accompagnement des personnes sera meilleur. Donc voilà, il faut essayer aussi de mesurer vraiment, pas forcément l'impact sur les personnes accompagnées en termes de résultats concrets, précis, mais de voir aussi tout le processus et toute la manière de faire qui a permis de faire un bon accompagnement.
Et en général, il y avait une personne, un de nos partenaires, qui disait que ce qui était important, c'était pas d'évaluer l'impact direct, mais d'évaluer la capacité que la structure a eue pour répondre à un besoin, à un projet de vie. Parce qu'un projet de vie, il se développe, ensuite il se décline en besoins. Et il y a plusieurs besoins. Mais est-ce qu'il vaut mieux évaluer que la réponse aux besoins ou notre capacité à avoir pu entendre et à avoir pu développer un processus d'accompagnement à partir d'un projet de vie? Donc voilà, c'est déplacer aussi la focale de l'évaluation qui nous semble importante. Et juste pour donner un exemple de l'auto-évaluation du projet ACESO, c'est-à-dire qu'on vous a dit qu'on était quand même 21 partenaires autour de la table, et ces 21 partenaires qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Donc une première étape, ça a été de créer un collectif. C'est-à-dire que ce collectif, il a fallu un temps, il a fallu créer un environnement de partage, un environnement de confiance pour que les gens puissent justement échanger. Et ça a pris aussi du temps, et c'est aussi un travail qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire que même si on a un objectif commun, il faut pouvoir arriver autour de la table et avoir assez confiance dans les partenaires autour pour justement partager. Donc ça, c'était aussi un élément justement qu'a produit le projet ACESO, c'est d'arriver à créer ce collectif. Très important. Ouais. Je tiens beaucoup vraiment à vous féliciter parce que je trouve que c'est très très complexe et vous arrivez à faire vraiment une démarche intéressante. Ça sera très très intéressant de voir les résultats, de voir qu'est-ce qui va se passer dans un an et demi environ. 1 an et demi à peu près, oui. Après, c'est aussi votre rôle, c'est de défendre tout ce que vous avez appris, entre guillemets, découvert, sorti dans toutes ces années. Du coup aussi, vraiment, bon courage. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est vraiment pour votre invitation. Et juste, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot, quelque chose qu'on a, peut-être on est passé trop vite, que vous sentez qu'il faut juste remarquer encore un peu avant de terminer cette partie dédiée à l'accompagnement, au bon accompagnement. Si vous pensez qu'on a tout dit. Moi, je pense qu'on a fait un bon tour. J'ai l'impression, si c'est clair pour vous ou s'il y a des choses qui n'ont peut-être pas été très claires, je ne sais pas. Tout à fait. Non, moi, je voulais rajouter que éventuellement, ce serait bien qu'ils aient un objectif comme ils le pensent eux, mais que ce soit applicable sur la durée. Absolument. La durée parce qu'on dit comme ça à un patient, on le voit un an régulièrement, tiens, mardi il y a ça, mercredi il y a ça. Il faut que ça soit quelque chose qui vienne un peu du cœur. Tu vois? Non, mais c'est vrai, pour proposer aux malades des activités, il faut aussi les inciter, les rendre conciliants et participatifs. Tu vois, comme ça, les projets comme eux, ils sont assez diversifiés, il y a pas mal d'activités. Donc c'est bien que ces projets-là, ils durent. Tu vois, que ce soit qui se projette sur la durée. C'est ce qu'on souhaite vraiment. Parce qu'il y a des maladies lourdes. C'est juste. Et d'ailleurs, pour nous, en tout cas pour les partenaires d'ACESO, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas du tout envie que le projet s'arrête avec la fin d'expérimentation nationale. Voilà. Et qu'on revendique aussi dans le manifeste le fait que la dimension collective et le réseau qu'on est en train de constituer, le collectif dont on vient de parler d'Alexia, qui est extrêmement important, persiste. Parce que c'est aussi le fait que nous puissions échanger, partager, qui Déjà 21, c'est pas mal. Donc moi, ça. j'encourage un peu ces partenaires à essayer d'évoluer. Et que je vous dirais même un mot, c'est que même si le gouvernement fait défaut, avec ce que vous avez, vous faites le nécessaire. Oui, c'est ça que j'approuve. Et puis de tisser et retisser des liens sociaux, entre les structures aussi. La cohésion aussi sociale, le savoir-vivre ensemble, c'est important ça. C'est ça, tout à fait. C'est important. Bon, comme l'État se décharge souvent, il ne faut pas hésiter, c'est-à-dire à essayer de perdurer. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est dur. Merci. Merci beaucoup à Valérie Pied, Alexia Zucchello du projet ACESO. Merci d'avoir accepté notre invitation de cette belle partage. Le projet ACESO, peut-être on en parlera dans 1 an et demi, on ne sait jamais. Vous êtes toujours à l'écoute de Vivre avec les VIH. Si vous avez des questions ou bien juste vous voulez intervenir, vous pouvez nous appeler au 01 40 40 90 25. On va faire une petite pause musicale. À tout de suite. Baby, get an answer. Quelle est ma idée, get an answer. Tu me fais confiance, mais je te fais confiance. Comme nous la métier, get an answer. Yeah. Ma calais, get an
chérie na bisou benela, oh benela joie. Na kalengenela, ma chérie na bisou benela, oh benela joie. Na kalengenela, ma chérie na bisou benela, oh benela joie. Yeah, bébé. Tu es ma joie de vivre. Écoute-moi et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi. Bébé figo famouya. Damatini, bébé figo famouya. Ne t'éloigne pas de moi. Et c'est le moment des annonces du cœur. Qu'est-ce que les annonces du cœur sur notre site internet? Il y a un petit onglet avec un cœur. Vous pouvez aller dessus et là, vous avez avec une adresse mail avec un mot de passe, un pseudo, vous pouvez vous enregistrer et comme ça, vous pouvez échanger, vous pouvez écrire votre message, répondre aux messages existants ou si vous n'arrivez pas, contactez-moi au comité des familles. Je vais vous aider pour écrire votre petite annonce.
Je commence par les premières. Bonjour, je suis un jeune célibataire de 32 ans résidant en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. J'aimerais faire une rencontre sérieuse avec une femme qui a le même statut que moi, une femme douce, respectueuse, sincère en amour, peu importe sa localisation géographique. Si tu m'élis et que tu te sens capable d'aimer sans complexe, contacte-moi. S'il y a un feeling, alors ça pourrait aboutir. Physiquement, je fais 1m70 et 65 kilos, forme moyenne, mais pas des tablettes de chocolat. J'aime la bonne humeur, les femmes qui n'aiment pas les prises de tête. Je suis quelquefois très réservée. Je reste dans l'attente de te lire. À bientôt. Merci à ceux qui ont créé ce site, aux administrateurs. Merci pour ce que vous faites. C'est sympa de se faire remercier de temps en temps. Merci aussi à vous. On est là pour vous. Je continue avec les messages de Dia, camerounaise de 34 ans, chrétienne résidente à Doula, douce, attentionnée, sincère et vraie. Recherche homme sérieux, attentionné, du même statut pour une relation durable et mariage s'y entente. Continue avec les messages de Eva. Je suis en file de 32 ans, célibataire, sans enfant. Je vis à Paris. Je suis très souriante. Je souhaiterais rencontrer quelqu'un qui est porteur comme moi du VIH, vivant en France, qui aime les femmes rondes sans complexe. Je voudrais un homme stable, responsable entre 40 et 45 ans et qui est romantique. Je termine avec les messages de Christina, femme de nationalité camerounaise, cadre, âgée de 58 ans, résidente à Doula, souhaite rencontrer une âme sœur âgée entre 55 et 65 ans pour amitié et plus si affinité. Encore une fois, retrouvez l'intégralité de ces messages avec les emails, avec les téléphones directement sur notre site comitédesfamilles.net. Je ne donne jamais des contacts à l'antenne parce que je trouve que c'est difficile quand même de noter un numéro de téléphone ou une adresse mail, mais elle est bien sur notre site, tout est là. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une enquête lancée par l'association Action Traitement. En 2017, une étude menée par l'association AIDE concluait des perceptions générales et majorité bienveillantes à l'égard des personnes séropositives dissimulent des préjugés persistants qui prospèrent du fait d'une ignorance généralisée des avancées thérapeutiques et des modes de transmission. Ces préjugés contribuent à entretenir le processus de discrimination que subissent les personnes vivant avec le VIH à travers des comportements de défiance et d'exclusion. Si ce constat peut être fait dans de nombreux domaines, on peut néanmoins particulièrement s'alarmer quand la sérophobie touche le monde médical. Pourtant, refus des soins ou pratiques discriminatoires restent encore trop souvent rapportés auprès d'associations comme la nôtre. Partant de ce constat, Action Traitement, association des patients agréés pour représenter les malades et les usagers du système de santé, met en œuvre des actions d'information sur les sujets auprès des personnes concernées, mais aussi des sensibilisations des professionnels de santé qui pourraient les accueillir. Dans ce cadre, Action Traitement dit « Nous souhaitons collecter des témoignages anonymes des personnes ayant été confrontées à cette situation. » En rentrant un peu dans les détails, les refus des soins peuvent prendre plusieurs formes. Refus explicite, délai d'attente abusif, prix prohibitif, refus du CMUC, horaires contraignantes, etc. Vous pouvez aussi avoir été confronté à des situations gênantes ou inappropriées, une rupture de confidentialité, une trop grande précaution des professionnels de santé, voire utiliser 2 gants par exemple, une mention de votre statut VIH sur le dossier en rouge par exemple.
Cela peut venir directement d'un professionnel de santé avec qui vous avez eu ou souhaité avoir rendez-vous, médecin généraliste, dentiste, gynécologue, infirmier, ou également de la personne qui vous accueille au téléphone au cabinet, secrétariat, assistante, etc. Je vous mettrai sur notre site internet les liens pour participer. Vous pouvez aussi contacter directement l'association Action Traitement par téléphone en 01 43 67 22 31. Les tarifs des complémentaires santé sont en hausse massive en 2020, affirmait l'association des consommateurs UFC Que Choisir, qui pointe une inflation médiane de 5%. La mutualité française a contesté ce chiffre. Elle avance un chiffre moitié moindre. UFC Que Choisir explique que dans un communiqué que l'analyse de près de 500 contrats émanant de 86 organismes différents met en évidence une flambée des tarifs avec des écarts très marqués. Elle ajoute que les prix progresse davantage en 2019 quand elle avait constaté une augmentation de 4%. Des résultats réfutés par la mutualité française qui souligne dans un communiqué que l'étude UFC Que Choisir repose sur un appel à témoignage, ce qui ne peut pas être considéré comme une méthode sérieuse et représentative. Selon ses propres calculs, fondés sur un échantillon de 13 millions de personnes, cette fédération regroupant 280 mutualités santé assure que la hausse moyenne est de 2,4% en 2020. Derrière cette querelle des chiffres, UFC Que Choisir relance les débats sur la résiliation à tout moment des complémentaires santé, qu'elle rappelle avoir obtenu de haute lutte en 2019 en Parlement. Elle doit entrer en vigueur au plus tard le 1er décembre 2020. On the track. Rush that beer from Berlin. Yeah, come on, here we go. I never want it. Tout ça comme on dit là. Tout ça que nos hommes disent là. Un peu de toi. Pourquoi c'est seulement pendant mon absence qu'on me dit que tu es dehors? Et comment se fait-il que même étant avec toi c'est le même rapport? Ma prunelle, je n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I like the way you shake your body on me, my coco. J'aime quand tu revis tout ce que Dieu t'a donné. Moudades, come on, tell me moudades. Moudades, baby, come on, tell me moudades. Moudades, come on, tell me moudades. Moudades, baby, come on, tell me moudades. Où est ton problème? Pourquoi se servir de la vie amoureuse des gens pour faire le buzz? Ne penses-tu pas qu'une star aussi puisse avoir un seul amour? Ma prunelle, n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I like the way you shake your butt on me, my coco. J'aime quand tu remets tout ce que Dieu t'a donné. Moudades, come on, tell me moudades. Moudades, baby, come on, tell me moudades. Moudades, come on, tell me moudades.
vous êtes toujours à l'écoute de Vivre avec les VIH. On revient sur nos infos de la semaine. Passé depuis peu le jour de la femme, le 8 mars, je vous lis le communiqué pour l'occasion qui était sorti de l'association AIDE. Plus d'un tiers des découvertes de séropositivité chaque année en France concernent les femmes. Parce que biologiquement plus vulnérables au virus que les hommes, mais aussi et surtout en raison des inégalités de genre, des violences sexistes et sexuelles et des conditions de vie précaires auxquelles de très nombreuses femmes sont exposées dans notre société. Parmi elles, et c'est dans l'indifférence générale, les femmes migrantes, les travailleuses du sexe, les usagères de drogue et les femmes trans sont en première ligne quand on parle des risques d'infection au VIH-Sida. Pourtant, des réponses existent, dont la PrEP. Ces traitements préventifs contre les VIH fonctionnent aussi pour les femmes. Il est plus que temps que les autorités de santé publique s'investissent pour promouvoir et rendre accessible cet outil afin de donner aux femmes les moyens de se protéger et de reprendre le pouvoir sur leur prévention. La PrEP a fait 16 épreuves. En Angleterre, les liens entre la baisse massive des découvertes de séropositivité et son déploiement est établi. En France aussi, les chiffres concernant les populations qui utilisent le plus la PrEP, les hommes gays nés en France, sont plus qu'encourageants, 16% en France en 2018. Pourtant, alors que les femmes issues de certains groupes de population sont en droit d'y accéder, seuls 3% des personnes sous PrEP aujourd'hui sont des femmes. Et pour cause, aucune campagne nationale d'information sur la PrEP a été à destination des femmes les plus exposées au VIH, les femmes migrantes, les travailleuses du sexe, les usagères de drogue et les femmes trans. Les professionnels de santé manquent par ailleurs encore cruellement d'informations sur les sujets pour participer à son déploiement. Combien de femmes répondant aux critères d'obtention se sont vues refuser la PrEP pour ces raisons, demande AIDE. Comme souvent, seules les associations de terrain sensibilisent, informent et accompagnent ces populations les plus précaires dans le choix les plus adaptés à leur prévention, mais cela ne suffit pas. Cette situation est inacceptable. Ne pas informer les femmes les plus exposées au risque de contamination de l'existence de moyens de prévention aussi efficaces que la PrEP, c'est les mettre en danger et continuer à faire les lits de l'épidémie. On termine avec une nouvelle qui vient de Guyane. Santé publique France a publié un large panorama de l'état de santé des Guyanais. Il conclut que l'on se rapproche des standards de l'Hexagone, mais qu'un effort important doit être fait sur la prévention. La faiblesse du nombre de professionnels de santé reste un sujet de préoccupation. Les mouvements sociaux de mars-avril 2017 viennent de déboucher sur la publication de larges études sur l'état de santé en Guyane. Alors, je vais vous lire seulement la partie liée au VIH. Le nombre de personnes vivant au VIH en Guyane est désormais estimé à 3400 étaient diagnostiqués, 400 seraient séropositifs mais n'auraient pas été diagnostiqués. Le VIH-Sida reste l'une des principales causes de mortalité prématurée avant 65 ans en Guyane et les départements restent en situation d'épidémie. Ceci aurait commencé dès la fin des années 70 avant de connaître un boom dans les années 90. D'abord localisé sur le littoral, elle se serait étendue au fleuve une dizaine d'années plus tard. Et voilà, c'est la fin de cette émission d'aujourd'hui. Vivre avec les VIH. À la semaine prochaine. À bientôt.